Le printemps a fini par user les résolutions de l'hiver. En mai 2026, après des mois passés à se murer dans son nouveau quotidien professionnel, Alexandre a plié. C'est lui qui a brisé la glace, poussé par un aveu qu'il ne pouvait plus contenir. Le vide de mon absence était devenu trop lourd. Entendre cela a fait vibrer une corde sensible. Mais l'illusion d'un nouveau départ a été de courte durée. Chassés les démons, ils reviennent au galop. Au bout de quelques jours à peine, la peur a repris le dessus. Paniqué par cette proximité retrouvée, il a tout coupé à nouveau, pour finalement réapparaître par intermittence au bout du fil. Un appel, un silence, un pas en arrière. Une valse hésitante et épuisante qui rouvrait mes blessures à chaque sonnerie. Puis, les premiers jours de juin sont arrivés et le jeu des faux-semblants a définitivement éclaté. Cette fois, il a voulu aller au fond des choses. Il est venu me demander sans détour où nous en étions. Il cherchait à savoir si j'attendais encore un signe du destin ou si j'avais définitivement tourné la page, affirmant qu'il saurait s'effacer si le lien était mort. Je lui ai répondu sans phare, les yeux grands ouverts sur notre désastre. Je lui ai dit que je n'avais plus l'illusion, mais que mes sentiments, eux, refusaient de mourir. Je lui ai avoué ce manque persistant, cette envie viscérale de traverser l'existence à ses côtés, parce que le temps nous est compté. Mais j'ai aussi dressé mes remparts. Je refusais de sombrer à nouveau, je n'accepterais plus de miettes. Je réclamais une relation limpide, pointant du doigt son incapacité actuelle à être un point d'ancrage solide d'un côté comme de l'autre. Ce cri du cœur a agi comme un électrochoc. Après cela, il est revenu vers moi avec une vulnérabilité totale. Il a loué ma patience, cette maturité qui me caractérise, avant de poser les mots qu'il avait toujours tus sur ses véritables prisons. Au-delà de sa peur panique de l'engagement, il y avait l'ombre de mon mari. Le poids d'une morale qui l'empêchait de se regarder dans une glace, la culpabilité de bafouer un autre homme, et cette angoisse sourde de ne pas savoir comment le monde extérieur pourrait réagir. Il refusait de me détruire davantage et préférait acter ses propres limites en homme d'honneur, prisonnier des murs qu'il s'était lui-même construits. J'ai attendu que la tempête émotionnelle s'apaise avant de lui répondre avec une froide lucidité. Je lui ai rappelé que je lisais en lui comme un livre ouvert, même lorsqu'il s'évertuait à faire taire son cœur. Mais j'ai aussi posé un diagnostic sans concession. Ses angoisses étaient profondes, presque ancrées en lui. Malgré tout mon amour, un attachement que je lui disais porter comme un fardeau un peu ironique, je savais que je ne pourrais jamais le guérir. Ce chemin-là, il devait le marcher seul. Mes vérités ont été rudes à encaisser, mais elles ont brisé ses dernières résistances. Alexandre a reconnu la justesse de mes mots. Il m'a avoué à quel point mon regard le poussait à grandir et à affronter ses propres ombres. Sans se risquer à des promesses qu'il ne pourrait pas tenir, il a choisi de laisser l'avenir ouvert. Il a simplement demandé un répit, le temps de digérer le choc et de remettre de l'ordre dans le chaos de ses pensées. Le fil s'est détendu là-dessus, suspendu au-dessus du vide, mais le silence n'a pas tenu. Contre toute attente, après avoir réclamé du temps pour réfléchir, Alexandre a tenté de franchir le pas. Il a proposé que l'on se voie. Sortir enfin des écrans, s'affronter dans le réel. J'ai accepté, fixant notre rendez-vous au lundi suivant. Pendant quelques jours, l'espoir a flotté, fragile. Puis, la veille du jour J, la machine à angoisse s'est remise en marche. Le coup près est tombé. Il a annulé. Un énième pas en arrière, une énième dérobade face à l'intensité de ce qu'il attendait. Ce lundi-là, au lieu de sombrer dans l'amertume ou la colère, j'ai ressenti un besoin viscéral d'aller ailleurs. Puisqu'Alexandre reculait, je suis allée trouver celui qui ne pouvait plus fuir. Je suis partie au cimetière à la recherche de la tombe de son père. Ce fut une quête longue, presque une épreuve. J'ai cherché partout, arpentant les allées anonymes, me perdant parmi les pierres de ce labyrinthe de silence. Mais je n'ai pas abandonné. Quand j'ai enfin trouvé là où il reposait, je me suis posée là, seule face à l'absence, et je lui ai parlé.
J'ai confié à ce père que je n'avais pas connu mes tourments, mon amour indéfectible pour son fils et cette souffrance de le voir se débattre avec ses propres démons depuis son départ. Ce fut une conversation à sens unique, mais d'une paix profonde. Et puis, le temps s'est arrêté. Au moment précis où je refermais ce dialogue intérieur, alors que ces derniers mots s'envolaient vers le ciel du cimetière, mon téléphone s'est mis à vibrer. Comme un signal, comme un signe du destin envoyé par-delà l'invisible. C'était Alexandre. À la seconde même où je quittais son père, le fils réapparaissait au bout du fil, balayant ses propres réticences de la veille. Sa voix a résonné, brisant le silence des tombes. Il ne voulait plus fuir. Il m'a dit qu'il voulait que l'on se voie. Nous nous sommes retrouvés dans l'heure. Le timing avait quelque chose de magnétique, presque irréel après la quête que je venais d'accomplir. Pourtant, cette rencontre n'avait rien d'une promesse romantique. C'était lui, cette fois, qui avait dressé des remparts. Pour s'autoriser à venir, pour dompter ses propres paniques, Alexandre avait posé une condition absolue. Il ne se passerait rien entre nous. Plus de gestes volés, plus de caresses suspendues, plus de vertige. Il avait besoin de ce pacte de neutralité pour s'assurer que ses angoisses ne viendraient pas tout saboter, et j'avais accepté de plier mon cœur à cette règle du jeu. Pour ancrer ce pacte dans la réalité, il a choisi un décor à l'image de ses craintes, une galerie marchande. Loin de la poésie de notre forêt refuge ou des allées secrètes du jardin botanique, nous nous sommes retrouvés au milieu du bruit, du flux incessant des inconnus et de la lumière crue des vitrines. C'était un terrain neutre, presque chirurgical, dépouillé de toute intimité propice aux élans du passé. Au milieu du va-et-vient des clients et du brouhaha des boutiques, nous avons commencé à marcher. Puis nos pas nous ont emmenés sur la terrasse d'un fast-food. Le décor était presque dérisoire par rapport à la portée de nos retrouvailles. Alexandre s'est installé avec de quoi boire et manger, tandis que de mon côté, l'estomac noué par l'émotion et l'irréalisme de la situation, je n'ai rien pu avaler. Pourtant, contre toute attente, la lourdeur s'est évaporée. Libéré du poids de la séduction et de la peur du dérapage grâce aux règles qu'il avait fixées, nous avons commencé à discuter le cœur léger. La conversation s'est prolongée à l'extérieur. Nous avons marché longtemps le long des parkings, puis sur la piste cyclable qui s'étirait plus loin. Et là, sur ce bitume sans poésie, les mots ont pris une autre dimension. Pour la toute première fois, nous ne parlions plus au passé. Nous ne débattions plus de nos blessures. Nous tracions une grande projection pour le futur. Un potentiel nous s'invitait enfin dans la discussion, non plus comme un rêve interdit, mais comme une possibilité concrète. Je le sentais profondément sincère. L'homme fort et fuyant avait laissé la place à un être à nu qui, à son tour, exprimait un immense besoin d'être rassuré. Les rôles s'inversaient doucement. Nous n'étions plus dans le conflit, mais dans l'écoute mutuelle d'un avenir à dessiner. Ce moment avait la douceur d'une trêve inespérée, une parenthèse suspendue, où le temps a enfin cessé d'être une menace. Puis, la réalité de ma vie de maman a doucement rappelé l'heure. Le temps passait trop vite, et il me fallait partir pour aller chercher les enfants. Alexandre m'a raccompagnée jusqu'à ma voiture. Là, sur ce parking, face à l'imminence du départ, le pacte de neutralité que nous avions si sagement respecté a fini par s'effacer devant la tendresse. Les barrières ont cédé, non pas dans la panique, mais dans une infinie douceur. Nous n'avons pas pu nous empêcher de nous prendre dans les bras, une étreinte chaleureuse, apaisée, prolongée par un léger baiser déposé sur la joue. Un au revoir qui, cette fois, ne sonnait pas comme une fin, mais comme un pont jeté vers demain.